et faire partie en quelque sorte de l'héritage de cet animé. Et je lui ai dit que je trouvais qu'il allait lui aussi dans une direction trop éloignée de l'esprit de ce film d'animation. Moi, je trouvais qu'il y avait justement qu'on avait perdu le côté philosophique et spirituel justement du film d'animation, et qu'il fallait revenir à ces idées fondamentales. Mais c'est vrai que c'est difficile quand on fait un film à gros budget. Et bien évidemment, souvent il y a des idées moins fines, on va dire. Et moi, je tenais à ce que justement on parle d'idées importantes, pertinentes. Et donc, il fallait jongler avec ces deux choses. Qu'est-ce qui était pour vous le plus excitant dans le fait de relever ce défi, et qu'est-ce qui était le plus difficile à accomplir? Well, what was the most exciting in this challenge, and what maybe proved the toughest or the most daunting? It's a complex film, because there's just as far as direction goes and world building, every scene has layers and layers of small ideas, big ideas. So to make sure the vision stretches across the whole film and doesn't feel separate is hard. You know, you can't walk into a location and go, great, we'll shoot here. You have to build every set, every car, every gun, every jacket. So you have to be very detailed in the design and the concepts of the film, and then you have to bring the metaphor and the thematics in through the imagery too, so that subconsciously some of the ideas are also in the images, and the ideas are purely visual, not just spoken. Alors voilà, en fait, c'est vrai que c'est un film complexe, surtout en ce qui concerne à la fois le jeu des acteurs, mais aussi le monde que nous devions construire. Car chaque scène du film, vraiment, est fait de multitudes de couches où j'expose des idées plus ou moins fines, plus ou moins évidentes. Et il fallait que cette vision traverse tout entier le film, et qu'il n'y ait pas de séparation entre le monde que nous construisions, les lieux dans lesquels nous filmions, mais aussi les idées que je voulais évidemment transposer à l'écran. On ne pouvait pas simplement arriver sur un lieu de tournage et dire super, on va construire ici. Non, à chaque fois, il fallait construire tout un monde, construire des lieux, construire des voitures, penser aux costumes, etc. Donc il y avait un design extrêmement détaillé qui répondait justement au concept. Et c'était très important, car on voulait, à travers les visuels et les images, donner vie aux métaphores et aux thématiques du film. Car dans le subconscient, bien souvent, les idées que je voulais véhiculer se passaient non pas par le dialogue, mais vraiment par l'image et l'esthétisme. Ghost in the Shell est seulement votre deuxième long métrage de cinéma, après Blanche-Neige et Le Chasseur. Avez-vous été surpris quand on vous propose ces deux projets importants, ambitieux, et qui sont avec des gros budgets, beaucoup d'effets spéciaux, tout ça? Well, I mean, this is only your second feature film after Snow White and the Huntsman. Were you surprised that actually people, producers, that turned to you to helm such ambitious projects? And special effects. Yeah, I mean, I think, you know, I made commercials for 15 years before Snow White and the Huntsman, so I wasn't in a Starbucks in Hollywood and Mr. Spielberg tapped me on the shoulder and went, oh, I bet you could do Ghost in the Shell. So, you know, a lot of these things comes out of meetings too, you know. I think he really liked the film. He'd seen stuff I'd done for Halo, the video game that he really liked, and so we had a dialogue previously. And you know, I presented, the first thing I did when I had that first meeting is I made a graphic novel with 100 pages of images from Standalone Complex, Innocence and Ghost in the Shell, and I wrote a graphic novel really and said this would be my story, and this is, you know, some of the ideas that I felt were strong to the film that should remain in there. Alors c'est vrai que d'abord, je réalise des films publicitaires depuis plus de 15 ans. Donc ça, c'était plus de 15 ans avant, évidemment, Blanche-Neige et Le Chasseur. Donc c'est pas comme si Spielberg, un jour, m'avait croisé dans un Starbucks et m'avait
taper sur l'épaule en disant dis donc, ça serait super toi que tu fasses ces films. Non, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de meetings, etc. Et puis il aimait ce que je faisais évidemment dans le monde de la publicité, aussi le jeu vidéo Hello, etc. Et dans le premier meeting, quand je suis arrivée, eh bien, je lui ai présenté vraiment un graphic novel tout entier, avec à peu près une centaine de pages, où je lui montrais, je dessinais, j'avais dessiné tout mon, en fait, mon film en réalité, en prenant évidemment des éléments de Ghost in the Shell, de Innocence, etc. Donc vraiment, je lui ai présenté, en quelque sorte, j'ai écrit un roman graphique que je lui ai présenté comme ça, avec mes idées. Donc c'était pas juste un hasard. Oh, j'imagine. Est-ce que Ghost in the Shell et Blanche-Neige et le Chasseur étaient le genre de film que vous rêviez de faire quand vous rêviez de faire du cinéma? Well, those two first feature films, the kind of films you were dreaming of making when you dreamt of actually becoming a director? Actually, no. I always wanted to make quite small films, and the first film that I wrote was about transients on the railroads of America that I sold to Jeremy Thomas, who produced Sexy Beast and High Rise. And that's kind of where I thought I was going. And then, you know, sometimes you just, a path appears before you and you take it. And I like the idea of the bigger canvas. I like to construct the world. I like to, you know, use my hands, be in the workshop, draw a lot, and create, you know, an immersive experience. So, you know, by default, I ended up here, not by dreams, although I'm very happy with both the films. Alors en fait, pas du tout. C'est vrai que moi, je m'imaginais en tout cas tourner des films plus modestes, peut-être des films d'auteur. D'ailleurs, le premier en fait court que j'ai fait, c'était sur des sortes de vagabonds, sur les routes américaines. Et c'est Jeremy Thomas, évidemment, mon producteur très connu, entre autres pour Sexy Beast, High Rise, qui avait justement aimé ce projet. Mais c'est vrai que j'aime l'idée de quelque chose de grand, de monde à construire, de choses à dessiner. J'aime être un artisan en quelque sorte, utiliser mes mains, mettre mes mains dans le cambouis, dans la matière, et créer et avoir pour moi aussi et pour mes acteurs une expérience immersive. Donc en fait, ce n'est pas un rêve, mais en quelque sorte, eh bien, je suis arrivée là parce qu'on me l'a proposé aussi. Est-ce que vous vous souvenez le moment où vous avez compris, réalisé que de faire des films, ça allait être votre vie, votre métier? Do you remember the time when you suddenly realized that being a director would actually be the course of your life? I actually met, I went to St. Martin's School of Art, but I didn't study cinema at all, so it wasn't really where I was heading. I actually was in America when I met an English director called Tony Kaye, who made American History X, and who was a lunatic, I think it's safe to say, but a very creative one. And he really, after only working on the set as a runner and stupidly going up to him and saying, "Oh, maybe you could move the camera there, Tony," and he looked at me kind of weird and, "All right." And we kind of developed this strange relationship, and then after that job he said, "You should be a director," and that was really the start of the journey. Alors en fait, non, moi j'ai étudié à la St. Martin's School of Art à Londres, et c'est vrai que j'étudiais pas du tout, je ne pensais pas au cinéma à ce moment-là. Mais à ce moment-là, j'ai rencontré aux États-Unis un réalisateur, un gars qui s'appelait Tony Kaye, et qui a réalisé American History X, qui était un dingue, mais un dingue extrêmement créatif. Et c'est vrai qu'un jour, j'étais sur son tournage et je lui ai dit, mais tu sais, si tu poussais un peu la caméra et tu la déplaçais, tu m'étais là. Alors, il m'a regardé un peu, mais c'est construit à partir de là une relation assez étrange, mais très intéressante. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, l'idée a vraiment germé et porté ses fruits. Et du coup, comme c'est presque venu, pas de vous, mais de quelqu'un d'autre, est-ce qu'il y a des metteurs en scène ou des films en particulier qui ont nourri votre désir de devenir metteur en scène après que l'on vous l'ait suggéré? Well, any films or directors in particular that maybe fed this wish of yours to become, or for this journey, to be on that journey? Yeah, I mean, I grew up watching a very varied films, from David Lynch's Elephant Man to a lot of Nick Roeg's films, Don't Look Now,
The Man Who Fell to Earth, a lot of Kubrick's work. I'm drawn to visual films, but you know, I can't name. There's so many films that have affected me, and that's really the beauty of the art of cinema, that you just keep finding stuff. It's like you know, there's such a great library of films out there to draw from, and I've been lucky on this film to work with people whose work I admired and watched, like Juliette Binoche and Takeshi Kitano, you know, who I grew up watching Takeshi's films like Hanabi and Outrage. It was amazing to finally work with him and obviously Juliette. Alors c'est vrai que j'ai grandi en regardant des films qui venaient d'horizons très différents, mais j'adorais par exemple Lynch et Elephant Man, ou bien Nick Rock, évidemment ne tourne pas, The Man Who Fell to Earth, et puis bien sûr les films de Kubrick. En fait, j'ai toujours été attirée vers des films extrêmement visuels. Et c'est ce qui me touche beaucoup d'ailleurs au cinéma en général, et la beauté du 7e art, c'est que justement il y a une telle richesse parmi tous les films que l'on peut voir, qu'il y a toujours quelque chose de fascinant. Et j'ai eu beaucoup de chance sur ce film de tourner avec des acteurs ou des actrices que j'admirais depuis longtemps, dont Juliette Binoche bien sûr, Takeshi Kitano, bon, j'avais adoré Atabi, enfin tous ces films, donc c'est vrai que ce sont des influences aussi. Ghost in the Shell est un projet très ambitieux et très spectaculaire qui nécessite l'intervention de beaucoup de personnes, des directeurs artistiques, des designers, un directeur de la photo forcément, mais beaucoup d'intervenants. En plus, c'est vraiment une grosse machine. Comment on se sent quand on est directeur, quand on est metteur en scène, pour être sûr que c'est son film à soi? Est-ce que, didn't you feel like a Ghost in a Shell? You know, it's a very ambitious film, obviously, with lots of artists involved. We're talking 3D specialists, technicians, art direction, etc. I mean, how do you do with this mass of people around you to do the film? How did you make the film your own? And did you sometimes feel somewhat a ghost in the shell of the film? Quelle est votre marge de manœuvre, en fait? In a way, how free are you when you are in such a machine? It's a difficult question. I mean, I work with people who I've worked with for many years. Jess Hall, my director of photography, we went to art college together. My editor I've worked with for 20 years. Jan Rolfs, my production designer, I only recently met. I've worked with him in commercials. But, you know, it is a big film, but the bizarre thing is that we spend most of our time around the kitchen table working, you know, in New Zealand in an abandoned paint factory. It's really not very glamorous, and half the people, you know, on the credit list you don't see because they're all doing rotoscope work, and so the actual unit, it's kind of not dissimilar to an independent film, really. You know, it was just driving here, it's quite funny because you see all the posters for Ghost in the Shell around the city, and you're like, God, if only they knew, you know, where we had been with this, on this journey, you know. It's I think it's about creating a creative family around you, and a short cut language so that you understand each other and you trust each other. A good friend of mine, a French visual effects supervisor I worked with for many years, described it very well, that as a director you are holding a massive sphere, but you can only see the front face of the sphere, so you need people all around you to hold other sides of it so that you can then see around the edges and see the full object. Alors c'est vrai, c'est une question difficile, mais j'ai travaillé par exemple sur ce film avec Jess Hall, avec lequel j'avais déjà commencé. J'étais à la fac ensemble, mon monteur, même chose, ça faisait 20 ans que je travaillais avec lui. Donc c'est vrai que c'est un grand film, comme vous le dites, un film ambitieux. Mais bizarrement, une grande partie du travail, eh bien, on peut dire, se déroulait en quelque sorte autour de la table de cuisine, c'est-à-dire à faire des discussions. Il y avait ce côté, vous savez, on travaillait beaucoup dans une usine de peinture désaffectée, donc il n'y avait rien de glam là-dedans. C'était vraiment, on était dans la rotoscopie, dans le détail. Et en fait, on avait un sentiment presque d'être sur un film indépendant. D'ailleurs, on voyait tous les gens à Wellington dans les rues, on les croisait, on était toujours en train de se demander, voilà, où on en est dans le film, etc.
Donc je crois qu'il s'agit moins d'un film ambitieux que d'un film où il fallait créer une famille d'artistes, où justement on avait entre nous une sorte de langage presque raccourci, on se comprenait immédiatement et surtout il fallait instaurer une confiance. Comme le disait si bien un de mes amis français d'ailleurs, avec qui j'ai travaillé longtemps, qui est un grand spécialiste des effets spéciaux, eh bien un réalisateur c'est un peu quelqu'un qui est devant en fait une sphère dont il ne voit finalement qu'une partie. Et donc il lui faut des gens autour de lui qui lui indiquent comment visionner et voir le monde entier et non pas juste la partie de la sphère qu'il contemple et qu'il peut voir. Blanche-Neige et le chasseur et Ghost in the Shell sont d'une certaine manière deux films de commande. Comment vous les appropriez? De quelle manière vous les faites comme si c'était presque des œuvres personnelles? Well, in a way, I mean, this is Snow White, but also Ghost in the Shell are very, I mean, as we said, they're films that were brought to you. How do you make them personal in a way? What's your vision, your personal vision, that make it your own? I think your vision is in every facet of the film. You know, you creatively make decisions very instinctively that you can't write down. This is my vision for the film. It's just that's how you see things. I think, you know, for instance, with Ghost in the Shell, I really wanted it to feel real, authentic. I wanted to be immersed in the world. So we built 90% of the film in camera. We did a lot of special effects, prosthetics, animatronics. We worked with Weta Workshop, designing and building miniatures. The shelling sequence that opens the film, we built the entire skeleton. We pulled it in and out of white liquid. So the film feels, I think you feel more involved in the film because you don't get blinded by visual effects. There is visual effects in there, but they're more additional than being just visual effects. So to me, the character stories feel stronger because they inhabit a real world. Alors en fait, c'est vrai que on n'est pas. Ce qui est important, c'est que sa vision, ma vision en tout cas, était dans chaque facette et aspect du film. Créativement, je crois qu'on prend toujours des décisions qui sont instinctives. On n'est pas en train de dire c'est ma vision, etc. C'est vrai que ce qui m'apportait dans Ghost in the Shell, c'est qu'il y ait ce sentiment d'être dans l'authentique, d'être dans le réel. Et c'est vrai que nous avons construit à peu près 90% en quelque sorte des sets, etc. Alors oui, bien sûr, il y a le travail extraordinaire de Weta, des animatrix, des effets spéciaux, les constructions en miniature. Par exemple, la scène d'ouverture où il y a ce sorte de liquide blanc comme ça qu'elle émerge. Bien sûr, mais je crois que ce qui était très important, c'est de ne pas avoir des effets visuels qui soient là simplement pour être là. C'est une touche en plus. Mais ce qui était important, c'est que l'on sente que c'était avant tout une histoire de personnages qui sont là, qui sont dans le réel, ce qui nous permet justement cette immersion totale dans l'histoire. Justement, vous parlez du bain de liquide blanc. Ce qui est amusant, sans forcer le rapprochement de manière trop artificielle, mais alors que ce sont deux histoires très très différentes, des scénaristes différents, on ne peut pas s'empêcher de trouver quelques échos entre Blanche-Neige et Ghost in the Shell, ne serait-ce que ce bain blanc qu'elle prend et qui évoque celui de Charlize Theron dans Blanche-Neige, qui là elle descend au lieu de monter. Et même dans les rapports entre les personnages, je trouve que les rapports entre Blanche-Neige et Eric, et là entre le Major et Batou, c'est un peu de la même nature, entre amour, amitié, complicité, voilà. Et même les rapports entre fascination et presque incestueux entre la Reine-Mère et Blanche-Neige, et là entre le Major et Couzé, je trouve que c'est un peu de la même nature. Est-ce que c'est un pur hasard, ou est-ce que inconsciemment c'est peut-être ça qui vous a porté vers ces deux films, enfin, de faire les deux films? Alors en fait, c'est vrai que, ce qui est intéressant, c'est que ça vient, je crois, de deux mondes différents. C'est-à-dire que Blanche-Neige, c'est une histoire qui est
All right, I'll try to summarize. Well, Sorry, but- there's some echoes apparently between Snow White and the Huntsman and Ghost in the Shell. You were talking about a sort of milky bath. It's sort of reminiscent of the milky bath at Charlize Theron. I mean, it's upward or downwards. Also, in terms of relationships, Snow White and Eric, Major and Batu, love, friendship. And between the Queen and Snow White, like Major and Coos, there's sort of a fascination, almost incestuous thing. Was it pure coincidence, or are there actually themes that drew you to those two films, maybe unconsciously? Yeah, maybe. I definitely like drowning people in white liquid. Oui, enfin, il aime, c'est sûr, il aime noyer ses personnages dans un bain blanc. Yeah, so it's interesting. I hadn't actually thought about the connections, but someone said today actually that Juliette Binoche and Major was kind of similar. You've got two kind of strong female leads. I think, you know, what I am very proud of Ghost in the Shell is that it's a big masculine action film led by a very strong and intelligent woman, and I think there are too few films like that. And I think Scarlett delivers a performance that is really compelling. I think the great thing about the female lead is that you get in her case you get the action, the violence, but also you get the emotion and the empathy. I think stronger than you would if it was a male lead. So I'm definitely drawn to heroines and drowning people. And drowning people, all right. Alors, bon, question intéressante, parce qu'en fait, je n'avais jamais pensé à ça en ces termes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on m'a même dit qu'il y avait une similarité en quelque sorte entre Juliette Binoche et le rôle de Major, parce que finalement, sont toutes les deux des femmes, des héroïnes fortes qui portent le film aussi. Et je suis très fière que, finalement, d'avoir fait un film extrêmement masculin, un film d'action, et qui pourtant est porté par deux femmes fortes et intelligentes. D'ailleurs, Scarlett, à ce propos, enfin, a une puissance de jeu absolument extraordinaire, et je trouve que c'est génial, finalement, de faire des films où les femmes portent les rôles principaux, parce que vous avez à la fois l'action et la violence, mais en même temps l'émotion et l'empathie, que vous avez plus que si justement il s'agissait d'hommes et de héros qui portent le film. Donc oui, je suis définitivement attirée par les héroïnes fortes et par les noyades, pardon, les héroïnes dans des bains, les deux. De tous les thèmes qu'aborde Ghost in the Shell, que ce soit la frontière entre l'humanité et la technologie, la différence entre l'esprit et le corps, la quête d'identité, le passé et les souvenirs comme importants pour le destin d'un personnage, quel est celui qui vous est le plus personnel et qui vous touche le plus? Well, there are many themes, obviously, in Ghost in the Shell. I mean, we're talking humanity versus technology, difference between the frontier between body and soul and mind, the identity quest, the importance of the past or memories that forge us. Which theme to you are maybe the most important or maybe the most personal to you? I'm very interested in how previously the landscape has evolved us as humans. You know, we developed the way we are because of how we lived and where we lived, and now going forward, we have the opportunity to evolve ourselves. And I think we're on a cusp where technologies are being developed that really there's no kind of foresight control. People aren't marshalling, they aren't regulating how AIs are developed. I was talking to someone about self-driving cars, where the system software in a car crash will sacrifice the life of its owner to save hitting a car that has 5 people in it, or in a car crash with an older person and a younger person, the younger person would survive. Therefore, I'd imagine there's also, if you're in a Porsche or a Volkswagen old bug, you know, then you're going to get killed and the BMW will survive because you're more wealthy. So there's definitely, you know, there's a great hope and excitement for technology in the future, but also there are things that
that need to be parented. I think Stephen Hawking said it very well. He said that AI is humans' greatest but last achievement. It'd be much easier if we were all cyber enhanced. Yes, we you know, it would make my life easier right now to have a sort of memory enhancement. Alors c'est vrai que c'est très intéressant la façon dont nous avons évolué. L'homme auparavant et l'humanité évoluaient finalement en dépendant finalement de la façon dont ils vivaient, même du lieu où ils vivaient. Aujourd'hui, c'est très différent. Nous évoluons par nous-mêmes en quelque sorte et par la technologie qui se développe. Mais ce qui est intéressant et inquiétant, c'est que ces technologies qui se développent, eh bien, se développent finalement sans une réelle vision sur le long terme et sans un contrôle. Il n'y a pas de règles, par exemple, qui aujourd'hui puissent un peu définir comment développer l'intelligence artificielle, etc. Par exemple, il y a des voitures aujourd'hui, vous le savez, qui s'autoconduisent sans conducteur. You mentioned Tesla, enfin les Tesla par exemple. Et c'est vrai que leur logiciel interne, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que par exemple, si vous allez causer un accident et que vous êtes seul au volant et qu'en face de vous arrive une voiture où il y a 5 passagers, eh bien le logiciel va décider que c'est vous qui allez mourir plutôt que de sacrifier 5 autres personnes. Ou bien par exemple, s'il y a un accident et qu'il y a une personne plus âgée et une personne plus jeune qui sont impliquées, eh bien c'est la personne plus âgée qui va être sacrifiée. Ou imaginez, certains conduiront des Porsche et d'autres par exemple une Volkswagen coccinelle, eh bien ce sera la Porsche ou la BMW qui elle survivra parce que eh bien c'est un propriétaire plus riche. Donc tout ça est quand même très troublant. Alors je crois qu'évidemment les technologies sont porteuses d'espoir et il y a quelque chose d'excitant par rapport à ça. Mais en même temps, on a un véritable besoin de les contrôler, de les comprendre et de les entourer. Comme disait Stephen Hawking, l'intelligence artificielle est probablement la plus extraordinaire, mais aussi la dernière des réussites humaines. Vous parliez de Scarlett Johansson tout à l'heure. Qu'est-ce qui, selon vous, fait qu'elle est l'interprète idéale du Major? Well, obviously we're mentioning Scarlett Johansson. Why was she, to you, the absolutely ideal Major? I think she is very much the embodiment of cyberpunk. I think some of the films that she's made really defined that generation, from Lost in Translation to Under the Skin to Lucy to Her. She really feels to me like she has that edge. She's also an incredibly strong actress. She's very powerful in flight, in action, but also she's incredibly emotional, empathetic, emotive. This performance is very difficult because she can't use her body like an actor has loads of tics they can use. They can smoke, they can eat an apple, they can hold a walking stick. She can do nothing. So everything has to come from within. And that's a very hard thing to pull off for an actor. And I think she does it amazingly well with seeing so much conflict beneath her, but not acting it so much through her body. She was really restrained in her performance, but I think she delivered something very exceptional. That's true. Alors, pardon. Je crois que c'est vrai qu'elle représente, en tout cas pour moi, elle est très représentative un peu de cette génération des cyberpunks, vraiment. Et d'ailleurs, les films qu'elle a faits, que ce soit Lost in Translation, Under the Skin, Lucy, etc., Her, bien sûr, eh bien, sont complètement emblématiques de cette nouvelle génération. Et on sent en elle qu'il y a quelque chose, il y a une forme de puissance entrée. C'est une actrice d'ailleurs très puissante dans l'action, mais également dans l'émotion. Et c'était un rôle extrêmement difficile, celui de Major, parce que finalement, elle ne pouvait pas utiliser son corps, comme souvent de façon traditionnelle le font les actrices ou les acteurs. Ils peuvent fumer une cigarette, ils peuvent manger, croquer dans une pomme, peu importe. Alors que elle devait rester dans l'intériorité, dans un jeu complètement subtil. Donc c'est très difficile pour une actrice, parce que elle devait montrer le conflit qui l'habitait, son conflit intérieur, uniquement à travers vraiment
son regard, autre chose. Donc il n'y avait pas la physicalité qui pouvait l'aider. Et en cela, je trouve qu'elle a fait un travail absolument remarquable. Juliette Binoche, ce matin, disait que vous avez d'abord dit non quand vous lui avez proposé le film et que vous êtes revenu 3 fois pour la convaincre. Pourquoi vous teniez tant à elle? Yeah, this morning, Juliette Binoche said that first she said no to you, and you came back 3 times. I mean, why did you want her so bad? Yeah, she did say no a lot, actually, in hindsight. But I got her in the end, and that's all that counts, really. You know, I once you get someone stuck in your head and say that is the person I want for the character, it's very hard to go away. And I knew that I would be able to get her. I just I knew what I had to do to get her. She really helped bring a heart to the film in that character that wasn't there before. Originally it was written as a man, but I felt it was more important that the birth of the Major, the scientific birth, should be a maternal figure. And I didn't want to cast, you know, there's always a list of, oh, these are the people you must cast. And I really wanted to work with someone who I admired greatly, and Juliette I just felt was unique, and she hadn't done this kind of film that much, and that's why I relentlessly chased her. Alors en fait, c'est vrai qu'elle m'a beaucoup dit non, mais à la fin je l'ai eu et finalement c'est ce qui compte. Mais vous savez, c'est très difficile une fois qu'on a un personnage ou un acteur en tête pour un personnage, mais c'est très difficile de renoncer à cela. Et je savais au fond de moi que j'allais la convaincre. Je me doutais des façons où il fallait faire, et puis je trouve qu'elle a surtout amisé à ce personnage, Dr. Ouellet, quelque chose de... Elle gagnait beaucoup de cœur et d'émotion, parce que vous savez qu'au départ, ce personnage, eh bien c'est un homme, et j'ai voulu que ce soit une femme, et Juliette en particulier, parce que je trouvais qu'il était tout à fait normal et intéressant que la personne qui finalement lui donne vie, même si c'est une maternité scientifique, eh bien que ce soit une femme qui donne vie à ce personnage. Et puis surtout, je ne voulais pas non plus aller dans le diktat des acteurs ou des actrices qu'il faut absolument engager. Moi, je voulais engager des gens que j'aimais, que j'admirais depuis longtemps, et Juliette en faisait partie. Elle est absolument unique, elle a amené beaucoup de choses à ce personnage, et en plus, comme elle n'est pas une habituée de cet univers de science-fiction, c'était encore plus intéressant pour moi, et je crois pour elle. S'il y a des questions dans le public, vous êtes les bienvenus.